Tu nous l'offres? Ah oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Puis on faisait les foins qu'on portait sur le dos. Là, sur la colline? Ah, c'est pas la colline, c'est vraiment c'est une parcelle. En France, il y a trop de... Les médias, ils vous ont un petit peu boudé, que ce soit pendant les élections, aux dernières élections présidentielles, et que vous n'étiez pas mis en avant comme d'autres candidats à la télé. Je dirais pas que les médias traditionnels m'ont boudé, ils m'ont viré. Si tu étais président, ta première décision, ce serait quoi? Ce serait de reconstruire un État, mais à route droite. Ok. Alors, On en fait peut-être un peu trop, non? Je vais faire une mini-manœuvre. J'ai failli enculer la voiture de Jean Lassalle. J'appelle le J, là, en direct. Ici Jean Lassalle. Et je suis présentement absent. Vous pouvez laisser un message ou m'adresser un SMS. Vous voulez peut-être reculer le siège? c'est-à-dire, je me suis désingué le dos. Ah mince. Je m'étais pété 5 vertèbres, et là, j'ai fait du boulot dur. Allez, eh bien, écoutez, allons-y. Ouais. Alors, déjà, je veux dire, ici, Il y a les sièges maçons, si jamais. Hein. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir fait un si long déplacement jusqu'à Lourdes-Ichère. C'est une des communes frontalières avec l'Espagne. Vous voyez, derrière, là, c'est l'Espagne. Ok. Pas là. On se demandait ouais, si l'Espagne était, Oui. était pas loin. Alors, ça, c'est ma maison natale. Ouais. La maison que j'ai construite avec mon épouse. Ok. Et où nous avons eu 4 enfants. D'accord. J'ai d'ailleurs créé tout ce quartier quand j'étais maire. Ok. Vous tournez à droite. Je vais vous conduire à la maison natale, où j'ai grandi avec mes parents. Mais nous étions 4 en tout, c'est-à-dire mes 2 sœurs et mon frère. D'accord. Mon frère qui est toujours berger. Ok. On va peut-être le trouver. Ça, c'est des copains d'Ordios qui ont des chevaux. Magnifique. C'est la dame Magnifique. qui les a. Vous faites du cheval, vous? Pas très bien. J'en ai fait quand j'étais plus jeune. Mais on n'avait pas de chevaux non plus. Ça valait en capitale et on était très modestes. Bonjour, toi. Mais on ne m'a pas vu. Magnifique. Voilà. Magnifique. Donc, on avait surtout des brebis et des vaches. D'accord. Des cochons. Et après, mon frère n'a gardé que les brebis. Il a été berger. Comme je l'avais été moi aussi au début de ma vie. Ok. À 18 ans, où j'avais remplacé papa au pied levé qui avait eu un accident. Et ensuite, mon frère a repris quand j'avais 21 ans. Et en attendant, j'ai été élu maire. Ok. Alors, Lourdes n'a pas de cœur à proprement parler, c'est des bourgs. Ok. Il y en a plusieurs en suivant. Là, on va à droite. C'est le bourg du bas. À droite, oui. C'est le bourg du bas. Là, nous avons le Lourdios, comme vous le voyez, D'accord, qui c'est le descend fleuve. de Ok. la montagne, oui, Magnifique. et qui se jette dans le Gave de Laurent, lequel se jette dans la Gave de Pau, D'accord. et lequel, là, c'est une écossaise que nous avons reçue ici. Magnifique, achetée, oui. cette petite maison-là. Elle avait été construite en 1936. Ah oui, bah elle a gardé... Et c'est là que s'étaient installés les Allemands Ok. à l'époque. Après, quand, voilà. À droite À droite. Voilà. Ok. Et alors, ici, Oui. c'était l'école primaire où je venais. C'est un particulier qui l'a acheté, oui. Ok. Et alors, vous allez continuer. Comme ça, bon, ça, c'était le parcours que je faisais tous les jours avec ma soeur surtout, qui était tout de suite après moi, 2 ans. De moins que moi, Ginette. Ok. Et puis après, Julien qui avait 5 ans, le berger, 5 ans de moins que moi. Ok. Et après Isabelle qui avait 15 ans de moins que moi. Ok. Voilà. Et on allait à la maison que vous allez apercevoir là-bas. Alors qui a été retapé parce qu'on avait été frappé par le tremblement de terre d'Arrête. Et ça, c'est la propriété familiale, très en pente. Mon fils aîné y a mis des lamas. Oui, on a vu tout à l'heure. Oui, voilà. Incroyable. Ils packagent, oui. Et ils sont dans leur espace naturel, là? Oui, oui, oui. Ok. Ils packagent, voilà, et ils nettoient très bien parce que moi, après l'été, je passe, vous voyez, hier soir, je suis venu faucher ici un petit peu, mais il me reste beaucoup de grosses tâches à faire. Ok. Vous voyez, on voit tout de suite la différence. C'est lancier. Voilà.
Ok. Et puis mon frère est installé ici. Donc la maison familiale, là on va faire le tour. Ouais. On va monter, puis là vous allez voir d'où tout est parti pour moi. Magnifique. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la vie? Est-ce que vous êtes toujours maire? Est-ce que vous êtes plus député aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai renoncé à divers mandats que j'ai eus Oui. à cause du cumul des mandats. Oui. Et finalement, je suis arrivé aujourd'hui à un cumul de non-mandats, c'est-à-dire que je n'en ai plus. Si je suis président des élus de la montagne du département des Pyrénées-Atlantiques. Ok. Voilà, c'est le seul que j'ai. Et sinon, je suis en train de tourner avec un producteur les anecdotes de ma vie, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Alors bien sûr, ici, j'ai fait cette route quand j'ai été élu maire, parce que je les ai faites partout. Il n'y avait aucune route qui menait dans aucune des maisons. Et l'Orient Richard, c'est surtout des hameaux et un habitat très dispersé. J'avais fait cette route 21 ans, et puis après j'ai mis... C'est une belle initiative, hein, c'est plus simple maintenant. C'était de la terre avant? Ah oui, c'était un petit sentier sur lequel passer quand on avait des choses à porter. Une paire de vaches, on mettait un traîneau derrière, tout petit sentier minuscule. Ok. On avait 7 granges comme celle-ci, et l'hiver, il fallait passer dans toutes les soignées, mais celle-ci était proche. Et les autres sont là-haut dans la montagne, je vais vous en montrer. Et il y en a deux là-haut, plus haut. Oui, c'est très en pente. Propriété très en pente, la plus en pente de toute la région. Et moi, je vais vous offrir un livre où je décris tout ça d'ailleurs. Ok. Et est-ce qu'il y a des pèlerins qui sont amenés à faire Saint-Jacques-de-Compostelle qui passent par ici? Oui. Oui. Oui, mais il y en avait plus. Là, j'en vois moins. Ouais. Peut-être qu'ils ont choisi un autre itinéraire, mais c'est par séquence. C'est par séquence. Il y a des moments où il y en a beaucoup, il y a d'autres, il y en a moins. Voilà. Mais sinon, c'est un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce n'est pas un des principaux, mais c'est un chemin. C'était aussi un chemin qui venait jusque là-bas. Vous voyez, il pleut là-haut, dans le triangle. C'était un lieu de passeurs d'hommes pendant la dernière guerre. Beaucoup de gens sont passés, notamment des juifs. Allez, jusqu'au bout, il y a un peu tourné devant la porte. Ça n'existait pas, c'est mon frère qui a créé tout ça. D'accord. On va s'arrêter, si vous voulez, une photographie devant la maison natale. Celle-ci? Oui. Oui, on va faire ça. Il y a beaucoup de gens qui vous sollicitent pour ce genre de vidéos? Ah, beaucoup. Ouais. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas. Je bénéficie d'une popularité et d'une notoriété que j'explique mal parce que je ne suis plus dans les médias. Ouais. Et je n'ai pas de mandat non plus, mais les gens voilà, portent une sympathie et en tout cas beaucoup d'attention. Donc ici, c'est ici que vous avez... Oui, alors la maison a été refaite après le tremblement de terre d'Arrête. Arrête est juste derrière, il y avait un tremblement et ici ça a été touché. C'était magnitude 7, donc tout avait été détruit. Donc la maison a été refaite, elle n'était pas comme ça. Elle a un aspect un peu plus, enfin, un peu moins antique. Ouais. Et mon frère a construit en face. Ok. Voilà. Parce que jusqu'à 4 ans, maman habitait ici. Papa est décédé il y a très longtemps, décédé jeune. Et voilà, ici, après, on travaillait là, au-dessus, on nettoyait tout ça. Et puis on faisait les foins qu'on portait sur le dos. Là, sur la colline? Ah, c'est pas la colline, c'est vraiment une parcelle. Et regardez là-haut aussi, il y a une grange aussi là-bas haut. Ok. Et là, il y en a une dans le creux qu'on devine un peu. La pente, elle est... Elle est très raide. Et maintenant, je continue à le faire tous les ans. Et j'entretiens aussi une propriété de mon fils, mais maintenant, qui joue au rugby, qui était professionnel de rugby, mais maintenant il le fait lui-même. À un moment donné, je faisais 40 hectares l'été, entre le 1er août et
depuis septembre, 40 hectares à la main avec une machine, et que je vais vous montrer d'ailleurs. Et puis un rotophile, que je peux vous montrer aussi. Vous allez voir si c'est marrant. C'est magnifique, c'est super bien entretenu. Hein. C'est très vert. Mais si vous n'entretenez pas, regardez ce que ça devient. Ça, c'est une maison. Ça, c'est à qui ça? Regardez, mais c'était notre premier voisin en face. Ouais. Mais regardez, il avait la propriété au-dessus. Il n'entretient plus. Alors, il y a une maison, une cabane, déjà une grange qui est tombée là-haut. Et tout ça est très compromis. Il y en avait une troisième là qui est tombée aussi. Vous voyez, ça va très vite. La nature reprend très vite ses droits. Ah oui, on voit ça. Contrairement à ce qu'on pense. Et comment on entretient des terrains comme ça? Alors, je vais vous montrer la machine que j'ai moi. Et puis après, là, je ne l'ai plus. Hier soir, je me suis servi. Tout ce que je ne peux pas faire avec la machine, eh bien, je le fais avec le rotophile, les bordures. Là, je n'ai pas eu tellement de temps parce que comme je m'étais cassé 5 vertèbres oui, c'est embêtant. L'an dernier, puis je suis tombé aussi, j'ai eu un traumatisme crânien. Ah mince. C'était quand ça? Le 30 juillet. Okay. Le 20 juillet. Okay. Donc, je n'ai pas pu travailler, vous voyez. Donc, tout de suite, vous voyez, les ronciers s'accumulent et c'est pas très bon. Et voilà la machine. Bon, là, elle est camouflée parce que c'est l'hiver. Mais voilà la machine avec laquelle je fauche. Vous voyez, elle avance toute seule. Ok, ouais, ok. Et puis la barre de coupe devant. Ouais. Et puis je la tiens en travers dans la pente. Et je vais et je reviens. Vous faites ça à votre âge? Ah oui, oui, oui. C'est dangereux, non? Bah, je n'ai jamais été, sauf qu'il y a 2 ans où je me suis cassé 5 vertèbres. Alors ça m'a fait mal. 5 vertèbres, je l'ai senti passer. Vous voyez comment c'est vert, hein? C'est tout fauché, ça a été tout fauché. Hein? Purée, ça doit être du boulot. Combien de temps pour faire... Ah mais plus d'un mois. 40 hectares, parce que tout n'est pas ici. Hein. Oui. Il y a d'autres parcelles ailleurs, hein, dans d'autres endroits. Voilà, vous voyez, donc vous avez une petite idée de notre jeunesse. Tous les jours, il fallait passer... Il y avait 7 granges, dont une qui est là-bas derrière, avec une parcelle de 5 hectares. Et d'ici, il faut 1 heure de marche. Moi, quand j'étais jeune, j'y allais en 25, je montais 25 minutes. Il m'est même arrivé pendant ma jeunesse d'y porter des sacs d'engrais de 50 kg, un sur chaque épaule, 5 kg, ah ouais. Pendant, voyez, et monter tout droit. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui continue à travailler comme vous? Il y a peu de gens qui ont repris. Hein. Je vois par exemple ma nièce, ouais. Une des filles de mon frère, elle s'est installée, elle est restée 2 ans et elle n'a pas pu tenir parce que les conditions sont effroyables et puis surtout la bureaucratie qui l'a empêché, elle voulait faire une bergerie, aménager ça, faire une bergerie moderne, un peu comme aujourd'hui, avec salle de traite pour être aux normes. Eh bien, elle n'a eu que des bâtons dans les roues pendant des années. Elle a fini par se décourager, quoi. Pourtant, dans votre commune? Oui. Et vous étiez maire? Là, je n'étais plus à ce moment-là. Ah, ok. Ah, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. C'est-à-dire, je n'ai pas trahi, je suis resté fidèle à mes engagements de jeunesse et puis à mes convictions qui étaient bon, à la fois républicaines. Et puis, papa était une bonne partie de ma famille des résistants. Et puis ensuite, très attaché à nos terres, à notre art de vivre. Et c'est magnifique. Je suis content de partager ce moment avec vous et de voir l'histoire qu'il y a aussi derrière l'Urdios et tout ce que votre famille a fait. Est-ce que vous continuez d'entretenir aussi? Et on n'était pas les seuls, puisque c'était toute une commune, mais d'autres communautés pareilles. Sauf que l'Urdios a mieux tenu, parce que quand j'étais jeune maire, j'avais été maire à 21 ans, j'ai eu la chance d'installer 29 paysans sur cette commune, 29 jeunes D'accord. installations. Et là, actuellement, il y en a une.
Vous comptez vous représenter au municipal en 2026? Non, non, non. Écoutez, j'étais maire 44 ans. J'étais conseiller général. À l'époque, le conseil général était un siège très important. Maintenant, on ne les connaît même plus. C'était tout un territoire, et là, c'était la vallée d'Aspe. J'étais conseiller régional. J'étais député. J'étais président des populations des montagnes du monde. C'était une association que j'avais créée à gauche, et puis à gauche, avec deux hommes illustres que j'avais connus. L'un, c'était le commandant Massoud, le chef de la résistance afghane, qui a maté l'armée rouge. D'ailleurs, ça a été fini après, parce que Gorbatchev est arrivé et puis l'URSS s'est effondré. Et l'autre, c'était Evo Morales, qui a été le premier président indien à retrouver du pouvoir. Jusque-là, c'était des Européens, et c'était en Bolivie, donc c'était espagnol, donc c'était des gens d'origine espagnole, européenne. Ok. Voilà, et nous avions 88 pays à jour de cotisation, et ça a été une formidable aventure pendant plus de 30 ans, parce qu'on offrait la possibilité à des jeunes de faire des stages, d'aller travailler sur les 5 continents et en même temps d'aider à la sensibilisation et au développement. Ça a été très utile aussi à mes enfants, j'en ai 4, qui ont pu, ma femme qui m'a accompagné, qui ont pu voir une bonne partie du monde. Dans les questions que je voulais vous poser, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de la France à l'heure actuelle, en 2025? Je suis très soucieux de sa situation actuelle. C'est pas nouveau. J'ai écrit en voyant ce que je voyais, puisque ces livres racontent finalement toute ma vie. Et bien en même temps, le contexte dans lequel j'ai vécu ma vie, et je sentais bien qu'on décrochait. Et, à partir de quand? On a décroché, je pense, vraiment à partir des années 80, mais le décrochement avait eu déjà lieu en 70, et à vrai dire, très vite après le départ du général de Gaulle, qui avait réussi par sa stature, par sa connaissance du pays, son amour du pays, un président maintenant isolé. Ouais. Il y a un parlementarisme qui ne fait rien avancer, c'est beaucoup plus de noms d'oiseaux qui fusent. Et il y a un déclassement de notre pays, très important. Notre pays était un pays écouté, entendu. La langue française avait repris de plus belle. Il ne faut pas oublier quand même que pendant quelques siècles, le Royaume-Uni, qui n'est pourtant pas très grand sur une carte de géographie, et la France, qui n'est pas très grande non plus, ont quasiment mené le monde. Et les Anglais ont gardé le Commonwealth, et nous avons gardé finalement la deuxième façade maritime du monde, mais pour combien de temps, avec tous ces territoires d'outre-mer que nous avons, et qui sont des chances extraordinaires, puisque nous sommes présents sur nombre d'océans et de mers, et nous côtoyons les plus grandes puissances du monde. Mais vous voyez que depuis, il a suffi qu'en un mois le temps monte, ou qu'il y ait un rapprochement entre le président des États-Unis et celui de la Russie, pour qu'on se rende compte que nous ne sommes plus rien. Alors rien, mais l'Union européenne est encore pire, puisqu'on avait voulu donc cette Union européenne. Mais à part se réunir à la va-vite, tantôt à Londres, mais sans que nous ayons notre mot à dire. La génération Z, elle est très critiquée par rapport à nos parents, nos grands-parents, notamment dans le milieu professionnel. C'est ça, Z. La génération Z, c'est la génération 2000, c'est ça, 90-2000. Et en fait, on est beaucoup critiqué sur le monde professionnel, notamment, parce que on serait vu comme des feignants. Et du coup, j'aimerais votre avis.
sur ce sujet-là? Je trouve que les critiques quant à la génération Z, que vous venez de vous rappeler, les 90-2000, sont très très injustes. On est bien d'accord. Très injustes, parce qu'on ne nous a pas donné les chances que nous avons eues de pouvoir grandir. Oui, grandir physiquement, bien sûr, vous avez grandi, oui, tout droit. Mais d'abord, nous avions eu la chance, grâce à l'arrivée notamment des allocations familiales, mais de nous élever dans des familles qui étaient restées beaucoup plus, comment je devrais dire, unies que celles que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y avait déjà un sentiment familial d'appartenance à une famille très très fort. Une famille, une nation? Une famille d'abord, famille. Ensuite, nous avons eu la chance d'aller dans une école qui était encore très rigoureuse et où il y avait un vrai projet d'instruction publique, toujours tout droit tant que je ne dis rien, entre ceux qui avaient la capacité, alors ça c'est important à mes yeux, de se concentrer sur du long terme et qui pouvaient envisager des études longues pour être ingénieur, médecin, etc. Et il y en avait d'autres qui avaient l'intelligence de la main qui impose sa volonté à la matière et qui pouvaient devenir des maçons, des charpentiers, qui ensuite pouvaient élaborer des entreprises qui pouvaient créer beaucoup d'emplois et qui ont construit les villes et qui entretenaient les campagnes. Or, vous n'avez pas eu cette chance-là parce que les niveaux ont baissé et nous avons perdu de vue un grand projet national, d'abord pour commencer, auquel se référer. Le projet est devenu beaucoup plus équivoque, d'abord européen, mais avec des langues différentes, puis maintenant mondial et mondialisé. Voilà, c'est la mairie, avant qu'il y ait cette crue qui a tout emporté, pour l'instant c'est fermé. Et donc, par conséquent, vous n'avez pas bénéficié de cette chance-là. Donc, je trouve que c'est très injuste de vous cataloguer ainsi. Ok, je partage cet avis. Les médias, ils vous ont un petit peu boudé, que ce soit pendant les élections, aux dernières élections présidentielles, et que vous n'étiez pas mis en avant comme d'autres candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, et notamment Instagram, TikTok, où c'est des réseaux qui sont très viraux, est-ce que ça vous permet de vous exprimer à un plus grand nombre, sans forcément sans forcément avoir la contrainte des médias traditionnels à la télé? Je ne dirais pas que les médias traditionnels m'ont boudé, ils m'ont viré. Pourquoi? Parce que ce que je dis ne plaît pas et ne leur convient absolument pas. Il faut dire que j'ai été critique aussi, mais voir que notre France est informée par 5 sources qui au fond tout trouver leur public. Bon, d'abord il y a France Télévisions qui s'adresse en principe à toute la France, mais dont la politique est entièrement définie par l'État. Donc les France 2, France 3, les France 24, France Inter, n'en parlons pas, même France Culture que j'ai tant aimé, et France Inter que j'aimais beaucoup. Bon, donc c'est bureaucratique, c'est une information très rigide. Voilà. C'est contrôlé par qui? Par l'État. Par l'État? Par l'État, mais surtout par la bureaucratie. Parce que l'État, qui c'est qui parle au nom de l'État aujourd'hui? Il n'y a pas grand monde qui a beaucoup d'autorité. Hein. Ensuite, vous avez le président Macron qui est arrivé et qui a réorganisé ce que Hollande avait déjà commencé avant lui, mais surtout Sarkozy et même Chirac, c'est-à-dire un très faible nombre de décideurs très puissants qui mènent les médias. Alors Arnaud, la plus grande fortune de France, on lui a laissé 24 ou 25 médias, donc Challenge, pour vous donner un exemple, qui parle aux très riches. Ensuite,
vous avez son gendre, M. Niel, Oui. que j'ai connu quand j'étais jeune en prison, parce qu'il s'était rendu célèbre, et assez tristement célèbre, notamment avec le Minitel Rose, dont on se sert encore aujourd'hui. Certains producteurs s'en servent pour tourner des films XX. Moi, je ne condamne pas, mais je dis comment un type comme ça, qui ensuite a fait fortune avec la téléphonie, a-t-il pu être accepté par les 460 journalistes du Monde, qui est quand même un journal d'élite, qui est devenu un journal reconnu sur le plan mondial, lorsque Beuve-Méry l'avait créé essentiellement d'ailleurs pour s'opposer à l'action du général de Gaulle, et qui aujourd'hui est mené par Niel, Xavier Niel. Qui peut croire ça? Comme il mène Libération, tout un certain nombre de journaux de ce type. Donc c'est la France intellectuelle, 400 000 lecteurs, voilà. Ensuite, vous aviez Patrick Drahi, qui était patron, bien sûr. Alors il n'a pas tenu le coup, hein. Je ne me souviens plus qui c'est qui l'a remplacé. Mais lui parle plutôt à un centre gauche, plus marqué, avec comme tête de proue, bien sûr, BFM TV, qui a été créé spécialement pour ça. Et bon, je l'avais expliqué d'ailleurs à une de ses présentatrices vedettes lors d'un Face à Face, s'appelle son émission. Pauline de Malherbe. Pauline de Malherbe, Ouais. si vous voulez regarder. Même Oui, on avait déjà. Oui, si. Voilà. Et vous dites. Et j'ai dit qui est son patron, parce Ouais. qu'elle me posait des questions, et j'avais dit tant qu'elle reste normale, mais quand elle va hausser le ton, ce qu'elle faisait, parce qu'elle voulait s'imposer à tous les candidats. Et moi j'avais dit non. Et ensuite il y a l'incommensurable Bolloré, Oui. qui n'est pas le plus riche, mais pratiquement aussi, à qui on a donné tout Canal+. C'est pas lui qui avait fait Canal+. Et aujourd'hui, avec Canal+, il détient tous les sports. Un match de rugby, c'est Canal+, un match, et c'est payant, le football, sauf quelques matchs nationaux. Et puis, il détient tout le cinéma. C'est-à-dire, il pèse d'une manière considérable sur nos vies. Mais en plus de ça, il a acheté toutes les maisons d'édition. Et moi, je peux vous en parler, puisque j'ai écrit une dizaine d'ouvrages. Chez quel éditeur? Ah, chez Bolloré? Parce qu'il les a toutes rachetées. Moi, c'était le Cherche-Midi. Le Cherche-Midi, c'est Bolloré aujourd'hui, comme tous les autres. Il n'y avait qu'Hachette, parce que Hachette appartenait à Lagardère. Donc, pour un pays indépendant. Donc, alors, Bolloré, il a été gavé avec d'abord toutes les maisons d'édition, puis ensuite, maintenant, il a Europe, il a le fameux Seignos, qui avait remplacé iTélévision, et je l'ai été manifesté avec les journalistes pour les aider à se défendre, mais bon, il n'avait pas eu le courage ni la force de tenir tête à Bolloré. Moi, j'avais été crié sur les bureaux de Bolloré. Bolloré, dessous, il y avait 150 journalistes. Voilà. Bon, donc, il y a 5 manières d'informer les Français. Mais, qu'est-ce que vous voulez, mon cher ami, si vous n'êtes pas bien perçu, aucun ne vous invite. Comment? Aucun ne vous invite si vous n'êtes pas bien perçu. Mais nous, on vous invite. Ah oui, oui. Sur les réseaux sociaux. On va y venir. Mais par exemple, lors des dernières présidentielles, 4 heures de télévision, c'est pas moi, hein, c'est les chiffres. Je ne sais pas si c'est l'ARCOM ou je ne sais qui, alors l'ARCOM, horreur des horreurs. Mélenchon, 180 heures. Bonjour, vous êtes le premier, hein? 180 heures. Il faut les encourager. 180 heures, Madame la mairesse de Paris, 185 heures. J'avais fini par l'abattre d'ailleurs. Ah oui? Vous voyez le déséquilibre qu'il peut y avoir. C'est honteux. Pourtant, la Constitution dit bien qu'on est à chances égales dès lors que vous avez les 500 signatures de maires. Sur au moins 30 départements. Et moi, j'en avais sur 80 départements. Que le Conseil constitutionnel qui a épluché tous vos comptes, toute votre vie, a donné le feu vert, vous devriez être comme les autres. Regardez, les premières présidentielles, c'était à chances égales. Mais comment voulez-vous être à chances égales avec un traitement pareil? Sans compter le traitement financier. Macron a fait des campagnes à 20 millions d'euros. Je ne parle pas de Sarkozy qui est monté à 40 millions.
Moi, ma campagne, j'ai fait la première campagne en 2017, la moins chère de la 5e République, avec 230 000 euros. Ok, oui, c'est peu par rapport aux autres. J'ai pulvérisé Mme Arlette Laguillet, qui était pourtant économe de ses sous, j'ai pulvérisé même les premiers opposants à De Gaulle, M. Barbu et M. Marcinassi. Donc c'est vous dire. Alors les réseaux sociaux, heureusement qu'ils sont là, et heureusement que des chaînes nouvelles, telles que les vôtres, sont apparues et qui me donnent la parole librement. Et je ne suis ni censuré, enfin je n'ai pas vu de censure, ni boycotté, ni rejeté. Jamais. Et il y a des types comme vous qui font 900 km aller, 900 km retour, vous venez de Paris. Et en plus, moi j'ai mal noté la date. C'est pas grave. Pour venir m'interroger. Alors là, chapeau. Et c'est vous qui allez redonner, qui allez contribuer à redonner sa fierté à notre pays. Parce qu'un pays comme la France doit être informé. La France adore la politique. La France aime la politique. Et depuis 15 ans ou 20 ans, notamment ce référendum dont le nom l'avait emporté et auquel nous avons été répondre oui au château de Versailles en réunissant le Congrès. Donc là, on avait perdu 50% d'électeurs. Et comme Macron a dynamité les partis traditionnels, maintenant c'est un débat extrême droite, extrême gauche, qui ne ressemble pas du tout à la France que les Français aimaient. Une France qui adore le débat, qui adore en découdre, mais qui adore aussi avoir des projets qu'il peut mesurer par le débat et ensuite confier la responsabilité de les conduire comme une évaluation. Ce que faisaient déjà les Grecs du temps de Platon, si vous disiez la République ou même avant. Voilà. Et tout ça a disparu. Donc moi, merci pour ce que vous faites. Ben merci à vous. On peut se tutoyer? Oui, je te tutoie. Tu préfères le bœuf bourguignon ou le garbure? La garbure, on dit la garbure? J'aime les deux, oui. Mais je dirais quand même un peu par esprit de crochet la garbure, parce que c'est un plat, c'est une soupe, on faisait de la soupe partout en France. Mais ici, elle était très riche, parce qu'il y a beaucoup de légumes, et c'est une soupe, d'ailleurs il y a un championnat du monde de garbure maintenant, très élaboré, si je veux dire. Voilà. Magnifique. Et magnifique. J'ai jamais goûté, j'aimerais beaucoup. Ah, mais quand on reviendrait, on fera une garbure. Tu préfères le charme des Pyrénées ou celui des côtes atlantiques? J'aime les deux parce que je représente les deux. Dans ma circonscription, dont je ne suis plus député, mais je l'ai été quand même 20 ans, il y a à la fois la mer et la montagne. Donc député aussi bien de la montagne, des Piémonts, de la ville, que de la mer, puisque j'allais jusqu'à Bayonne. C'est très rare. Je pense qu'il n'y a que le Var qui soit dans cette situation-là, mer et montagne. Tu préfères Jean Valjean dans Les Misérables ou Jean Dujardin dans SS 117? Jean Valjean dans Les Misérables. Tu préfères un bon verre de vin béarnais ou une bonne bière artisanale? J'aime les deux. Je ne crache pas. C'est selon. Bon, disons que je consomme un peu plus régulièrement un verre de vin à table. Bah ça tombe bien, parce qu'on a quelque chose pour vous. Ah, ça c'est gentil. Oh là 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 là, oh là là. C'est une bouteille que mon ami et moi-même on a ramenée, donc ça vient d'Orléans. Ah, mais c'est du Chinon. Je le connais très bien. Quand je pense au progrès qu'on fait un certain nombre de crus en France, c'est qu'aujourd'hui, moi je le considère, je ne suis pas le seul, mais comme un très bon vin. Il y a une trentaine d'années, bon, sinon, oui, ça avait été plus célèbre dans le passé. Mais maintenant, c'est redevenu un très bon vin. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Je suis vraiment très, très heureux, Maxime. Tu préfères une 2 chevaux qui tousse au démarrage ou une Tesla? J'ai jamais eu de Tesla et je pense que je n'en aurai jamais. Bon, on est bien d'accord. C'est la culture. Mais la 2 chevaux, elle tousse, mais après, une fois qu'elle est partie, elle ne s'arrête plus. Pour le rugby, plutôt le Stade Toulousain ou celui de Bayonne? Disons que géographiquement, c'est plutôt Bayonne qui est plus proche, et puis qui était dans ma circonscription. Mais c'est deux belles équipes qui ont
toutes les deux un vrai statut de formation de jeunes, et ça c'est très important, et qui crée une ambiance considérable. Le stadium crée beaucoup de... Le stade de Toulousain crée beaucoup de fans. Les jeunes sont très fans du stade de Toulousain. Et d'ailleurs, Bayonnais, avec la Peña Bayona, est maintenant connu dans le monde entier. T'es plutôt pêche ou chasse? Je n'ai pas eu de grand succès ni dans l'un ni dans l'autre. Les chasseurs de lourdure sont invités il y a quelques années à participer à une battue. Mais monsieur le maire, vous ne venez jamais avec nous. Et j'y étais. On m'avait mis dans un poste. On m'avait dit en principe ça passe pas. Mais enfin, si ça passe, vous tirez. Hein. On m'avait prêté un fusil. Et puis, un bruit épouvantable, j'ai tiré et j'ai tué le chien qui était 10 mètres derrière le sanglier. Oh merde. Alors on m'a plus invité. Et quant à la pêche, j'y étais d'autres fois. C'était avant qu'il n'y ait la collecte des ordures ménagères. J'ai attrapé une vieille bouillotte, une fois. Et l'autre fois, j'ai attrapé une vieille chaussure. Ah oui. Dans le gave. Ok. Et après, et pas de poisson. Fois, une truite, mais ça fritillait, et puis le fil est parti dans les ronces. Okay. Et le temps que je l'efface, elle est repartie par terre avec un bout d'hameçon. Ok. Donc j'ai pas eu de grand succès. En France, il n'y a pas assez de... il n'y a pas assez de débat démocratique. Il n'y a pas assez de liberté d'expression. Nous sommes dans une dictature molle. Okay. Comment vas-tu, mon cher? Ça va et toi? Ça va très bien. Ah, c'est gentil, tu m'as mis une bouteille. Bonjour. Je viens de me porter. Hein? Mais ça va te faire mal, ça. Je sais, oui. Bon. Hein? Je sais. Mais je prends le risque. Merci à toi, hein. Au revoir. Pour une vie meilleure, il faudrait devoir retrouver une forme d'unité nationale que nous avons perdue. Le bonheur de partager ensemble, comme dans une grande famille, à nouveau la France, un formidable pays qui a épousé un territoire magnifique bordé de mers et d'océans avec des montagnes où il faut, un bassin parisien, un bassin aquitain, un bassin rhodanien. Nous sommes tempérés et à la croisée de tous les moyens de transport terrestres, aériens et ferroviaires. Très très belle réponse. Je partage ce que tu dis. En France, il y a trop de... Je ne sais pas, il y a trop de concentration, je dirais peut-être, de la population, alors que nous sommes un pays qui pourrait être beaucoup plus équilibré. On n'aurait pas de désert comme celui qu'on a. Et il y aurait peut-être moins de banlieues et de sous-banlieues où les gens sont malheureux. Maxime Rivière est un jeune homme. C'est moi, Maxime Rivière. Donc je te laisse continuer là. Maxime Rivière est un type que je ne connaissais pas. D'abord, sur un plan humain, je pense que c'est un homme très attachant, c'est un homme de conviction. Oui. C'est un homme franc qui regarde au fond des yeux, droit dans les yeux. Et ensuite, je pense que c'est un homme engagé pour des idées qui me sont très proches aussi, je crois. Je pense qu'il aime passionnément notre France chérie et douce. Il aime qu'on retrouve le chemin du travail largement, en même temps que celui de la prospérité, d'une forme de richesse et surtout de partage. Liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est Maxime Rivière. Exactement. Si tu étais président, ta première décision, ce serait quoi? Ce serait de reconstruire un État, mais à votre droit. Okay. Reconstruire un État parce que la France a toujours un État avec des rois et nous sommes aujourd'hui un des pays les plus anciens du monde moderne, si j'ose dire. Mm-hmm. Mais l'État, c'est trop s'éparpiller entre, bien sûr, la politique du pays, mais aussi l'Union européenne, le monde. Mm-hmm. Et il y a trop de bureaucratie et de très haute administration à Paris, comme à Bruxelles, et trop peu ici dans les territoires. Et moi, je crois en un État largement décentralisé, déconcentré, qui redonne l'égalité des chances à tout le monde. Si tu devais légaliser quelque chose, ce serait quoi? Je
réaliserai de nouveau le bonheur. Magnifique. Les hommes politiques sont? Plus grand chose, malheureusement, aujourd'hui, parce que ils se sont laissés déposséder par la bureaucratie qui a fait d'eux des hommes politiques feignants. La monarchie est? La monarchie, c'est les rois. Tant que je te dise. Moi, je suis républicain. La monarchie a rendu de grands services aussi à notre pays. Nous avons eu de grands rois. Voilà. Ok. Jean Lassalle, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel avec votre... Alors, je vais compléter un peu l'affaire parce que comme ça, vous allez pouvoir découvrir un petit peu. Alors, voilà mon premier livre qui raconte un petit peu aussi des faits qui font que peut-être je suis resté si populaire parce que j'ai mené des combats. Alors ça, c'était le premier. Tu nous l'offres? Ah oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Quand j'ai fait le tour de France, incroyable. Je suis le seul député. Et la nuit, les banlieues, costard-cravate. Incroyable. Dans les banlieues, j'ai quand même déjà vu beaucoup de choses. Ici, c'est le livre où je décris la France au cours des 5 derniers siècles, où elle a joué un rôle. Et ça a été la découverte des Indes et des Amériques qui a généré à la fois le capitalisme et le communisme. Amaury, Geoffrey, c'est vous qui êtes derrière le projet Fils de berger. Ouais, voilà. Mais c'est un projet qu'on mûrissait depuis un petit moment maintenant. Ça faisait quelques années qu'on en parlait, de faire quelque chose, parce qu'on a eu la chance de pouvoir le suivre pendant plusieurs de ces échéances, et notamment les présidentielles. Et on a vu qu'il y avait un engouement autour de lui, et notamment chez les jeunes, mais que c'était multigénérationnel quand même. Et aussi, il y avait souvent des gens qui venaient à lui pour faire signer des choses. Mais tout ce qu'ils trouvaient, des trucs complètement improbables, un truc « signez-moi s'il vous plaît », de le voir, ça leur procure des émotions. Donc on a vu des gens avec des skates, avec des bouteilles d'alcool vide, ou tu vois, mais tout ce qu'ils avaient sur eux. Et on se disait c'est dommage. Et même voilà, il y en avait qui arrivaient aussi avec des t-shirts qui s'étaient fait eux-mêmes. Ok. On s'est dit bon, il y a quelque chose, c'est pas possible. Ok. Et puis au-delà de lui-même, on voulait créer une marque qui véhicule certaines valeurs auxquelles on est attaché et avec lesquelles on a grandi, et on voulait que ce soit son image, c'est-à-dire que véhiculer des valeurs fortes, mais avec de l'humour aussi, mais de l'humour, pas que ce soit du très très sérieux, voilà, quelque chose de vivant où on peut s'amuser aussi, et donc c'est pour ça qu'on a trouvé le nom Fils de berger. Voilà, de par son histoire et tout ça, et nous aussi, de par notre histoire, on est un peu des fils de berger, et on est amoureux de cette culture, de ce savoir-faire, etc. Donc pour le moment, il y a eu cette première gamme où c'est vrai qu'on a mis beaucoup sa tête en photo, mais pour le lancement, c'est ça. Mais c'était plus simple. Mais à l'avenir, c'est vrai qu'on aimerait faire des collections qui abordent certains sujets, pourquoi pas des textiles sur le pastoralisme, des choses comme ça, sur tous les métiers manuels. Ouais, voilà, à l'avenir, même se rapprocher de certains artisans, on est ouvert à faire comme un label. Un label, ouais, comme un label, et se rapprocher de certains artisans qui pourraient venir travailler avec nous, quelqu'un qui fait des sacs à main ou des choses comme ça, pour apporter de la lumière à son travail, et pourquoi pas faire imaginer des concepts, le faire venir, et puis aider l'artisan à confectionner son propre... La complexité de la chose, c'est qu'on voulait pas, et c'est notre père, et on sait ses combats et tout ça, et on voulait pas que ce soit vu comme une énième facétie, des trucs comme ça, quoi. C'était trouver l'équilibre entre justement humour et après mise en avant de certaines choses. Pour ça, on a voulu mettre en avant aussi un peu les paysages dans les vidéos. Ouais, c'est ce qu'on voit. La vidéo de la soupe, mettre en avant la garbure, des choses comme ça, de faire un truc un peu qualitatif quand même, voilà, en attendant la suite. Ok, et la suite, on peut avoir une date? Pas forcément de date, mais dans l'année printemps-été, on va sortir une nouvelle collection, c'est sûr. Et après, une petite info, vous êtes les premiers, on va sortir une collection La Salle de Sport.
fitness pour les gens qui aiment aller à la salle. C'est sur Thibaut Inchep va le porter. Mais on verra. Grosse collab. Si on peut, on en profite pour remercier pour ceux qui nous voient et qui ont acheté les t-shirts. Vraiment, merci du fond du cœur. Ça nous a beaucoup touché. On reçoit plein de photos, de vidéos et tout. C'est génial. Est-ce que vous avez un code promo éventuellement pour la vidéo? Eh ben pourquoi pas, il faut qu'on le... Un moins 5% ou même pas de code promo, mais... le jour où on la sort, on en reparle. Ok. Pas de Parfait. souci. Bah, merci beaucoup en tout cas. Mais merci à vous d'être venu jusqu'à chez nous. Bah, c'était dans le Béarn profond. Ouais. Moi en ce moment je suis en région parisienne. Avant j'étais d'Orléans, donc je connais aussi les milieux plus ruraux. Ouais. C'est vrai que ça fait du bien. On respire bien, ouais. On respire bien, il n'y a pas de bruit, il y a que les... Tout à l'heure on arrive, il y a des cloches, on arrive, il y a les moutons qui bloquent le passage. Les oiseaux. C'est magnifique. C'est nos bouchons à nous, ça. C'est ça, mais c'est quand même plus agréable que... C'est notre périph', on va dire. C'est ça, bah, franchement il est quand même vachement plus agréable que la 85. Ouais. Et puis là on voit la nature qui commence à reprendre ses droits au printemps. Il y a eu les écobuages, je ne sais pas si vous connaissez, ils ont mis c'est les paysans du coin, ils mettent le feu à la montagne. Ok. Pour là, brûler c'est encore tout brûlé là. Ah non, j'étais pas au courant, je connaissais pas du tout. Pour brûler en fait la vieille végétation qui est jaunie. Ok. Et en fait là c'est tout en train de repousser vert. Et c'est pour ça qu'à l'été il y a tous les animaux qui vont monter, vaches, brebis, pour pâturer et voilà, et entretenir les beaux paysages, c'est comme ça. Parce que c'est naturel, mais c'est pas tant naturel que ça. Si on laisse vraiment dans l'état où c'est, sans faire brûler tous les ans, ça devient des ronciers. D'accord. Et après des bosquets, des forêts, et puis on n'a plus de... Ok. Je savais pas du tout. Voilà. Ok. Mais c'est aussi ça, Fils de berger, c'est mettre en lumière tout ça, quoi. C'est ça l'objectif à terme de Fils de berger. Carrément. Mais bah c'est réussi. Merci beaucoup pour toutes ces infos. On repartira moins con.